Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un chapitre que je refais sur les suites de fonctions. X est une partie non vide de ROC, E est un espace vectoriel normé complet pour la norme, Fn est une suite de fonctions de x vers E. Eh bien, on dit que la suite de fonctions converge simplement vers la fonction f de x vers E si pour tout x appartenant à grand X, la suite Fn de x est convergente vers f de x. La fonction f est évidemment unique car définie par x appartenant à x donne limite, et cette limite est unique. Limite de Fn de x quand n tend vers plus l'infini. La notation pour une convergence simple, c'est de dire ça. Donc, Fn converge simplement vers f, ça équivaut à dire que quel que soit x appartenant à grand X, il existe, et quel que soit epsilon positif, il existe un rang, mais ce rang dépend de x, tel que pour n supérieur ou égal à n, la norme de Fn de x moins f de x soit inférieure à epsilon. Alors maintenant, la convergence uniforme. On dit que la suite Fn converge uniformément vers une fonction f de x vers E. Si quel que soit epsilon positif, il existe un rang qui, lui, ne dépend pas de x, tel que n supérieur ou égal à n implique que norme de Fn de x moins f de x soit inférieure à epsilon, quel que soit x appartenant à x. N ne dépend pas de x. Alors si j'appelle 1 cette phrase, elle va me servir après. Alors, quand il y a convergence uniforme, il y a aussi convergence simple vers f. Donc, unicité de la fonction f. Notation de la convergence uniforme, ce sera comme ça. Pourquoi il y a convergence simple? Parce que si je reprends 1, mais je choisis un x0 appartenant à x, et je prends 1 maintenant, et je l'applique, je remplace x par x0, j'ai le droit, puisque c'est vrai quel que soit x. Je vais avoir ça, pour tout n supérieur ou égal à grand N. Donc je vais prendre un x qui est égal à n, et je vais pouvoir dire, donc, quel que soit epsilon positif, je prends nx égale n, je suis sûr que n supérieur ou égal à n implique ce truc-là. Voilà, donc il y a bien convergence simple. En pratique, pour étudier la convergence uniforme d'une suite, on considère x appartenant à x et on étudie d'abord la convergence simple, c'est-à-dire la convergence de la suite Fn de x. Si cette suite est convergente quel que soit x, on définit la fonction f de x par f de x égale limite de Fn de x, et donc on sait que Fn converge simplement vers f. Puis on vérifie, alors si ça marche, il y aura convergence uniforme, sinon il n'y aura pas. Si quel que soit epsilon positif, il existe un rang qui ne dépend pas de x, tel que n supérieur ou égal à n implique que norme de Fn de x moins f de x inférieure à epsilon, quel que soit x appartenant à x. C'est ça qui est fondamental dans la convergence uniforme. Alors, sur un dessin, ça veut dire quoi ça? Je reprends ce truc-là. Ça veut dire qu'à partir d'un certain rang, je vais pouvoir mettre tous les Fn de x autour de f de x dans un rayon de epsilon. Donc si j'ai ma fonction f de x ici, les Fn de x, je ne sais pas trop où ils sont là-dedans, je ne les ai pas représentés, mais je vais vous faire ça avec un logiciel un peu plus loin, ils seront tous dans un espèce de tuyau de rayon epsilon. Propriété Fn et f des fonctions d'intervalle i de R vers R. Eh bien, la suite Fn converge uniformément vers la fonction f si et seulement s'il existe n appartenant à grand N, tel que n supérieur ou égal à n implique que Fn moins f est borné, et la limite quand n tend vers plus l'infini du sup, puisque c'est borné, pour x appartenant à i de valeur absolue de Fn de x moins f de x est égale à 0. Démonstration. On suppose donc d'abord que la convergence est uniforme, et on l'exprime ici. Et là, on voit effectivement que pour n supérieur ou égal à n, Fn moins f est borné. Et que son sup est inférieur ou égal à epsilon. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe n tel que n supérieur ou égal à... Alors le sup, je l'appelle Sn. Tel que n supérieur ou égal à n implique donc que ce sup est entre 0 et epsilon. Ça veut juste dire que les limites de Sn quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Et on a ça. Dans l'autre sens, il existe n tel qu'à partir de ce rang-là, Fn moins f est borné. Donc il est borné et ça veut dire qu'il est majoré en valeur absolue par Sn. D'accord? Donc le sup des Fn de x moins f de x existe. Je vais l'appeler Sn. Donc celui-là, je vais l'appeler An. Voilà. Donc il existe et je l'appelle Sn. La limite de Sn est égale à 0, c'est dans les hypothèses.
quand n tend vers plus l'infini. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe n tel que n supérieur ou égal à n implique ça. Et ça c'est le plus grand de ceux-là. Donc, ça veut dire que ceux-là vont être inférieurs ou égal à epsilon, quel que soit x appartenant à i, à partir du rang n, donc que Fn converge uniformément vers f. Exemple 1, avec Fn de x est égal à x puissance n sur 0,1. Bon, bah évidemment, pour x différent de 0, xn, puisque x est inférieur à 1, xn tend vers 0, et pour x égale 1, ça tend vers 1. On verra tout à l'heure que la fonction f, donc Fn, converge simplement vers f, qui vaut partout 0 sauf en 1. Donc on voit que cette fonction f, elle n'est pas continue. Comme tous les xn sont continus, ça veut dire qu'en fait, elle peut pas être, la convergence ne peut pas être uniforme, mais bon, on n'a pas encore vu cette propriété. Alors on va s'y prendre autrement, on fixe n et on regarde fn de x moins f de x. Ça vaut x puissance n si x différent de 1, et ça vaut 1 moins 1 égale 0 si x égale 1. Donc le sub des x puissance n pour x appartenant à x, ça va donc être 1. D'accord? Donc c'est bien borné. Le problème c'est que la limite quand n tend vers plus l'infini, je me suis trompé, va donc être égale à 1. Donc le sup existe bien, mais il ne tend pas vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc la convergence n'est pas uniforme. Exercice 2, cette fois-ci je prends ces fonctions-là. Pour x supérieur à 0, bah, c'est l'exponentielle qui l'emporte, donc la limite est égale à 0, et pour x égale 0, ça vaut toujours 0. Donc la fonction fn tend simplement vers la fonction nulle. Alors maintenant, je vais étudier le sub de fn de x moins f de x, mais comme f fait 0, c'est le sub des fn, et comme ils sont positifs, c'est donc le sub de x exponentielle moins n. Donc je prends la dérivée, je fais le tableau de variation, elle s'annule en 1 sur n. Dérivée positif, négatif, croissant, décroissant, et donc je vois, parce que les deux bornes ici c'est 0, que le maximum est en 1 sur n. Et en 1 sur n, la fonction elle vaut 1 sur n exponentielle de moins 1. Autrement dit, elle vaut 1 sur ne. Et bien 1 sur ne, ça tend, donc le sub vaut 1 sur ne qui tend vers 0. Donc là, la convergence est uniforme. Remarque, si les Fn convergent uniformément vers U et Gn vers F, eh bien ça n'implique pas que Fn-Gn convergent uniformément vers Fg. Alors, par contre, la convergence simple, ça marche, parce que pour x fixé, la limite de Fn-Gn en x, c'est la limite de Fn de x fois Gn de x, ça c'est des suites, celle-là tend vers f de x, celle-là vers g de x, et donc Fn-Gn tend vers Fg. Alors maintenant, on va prendre cet exemple, Fn égale Gn, qui a x appartenant à R, associe x plus 1 sur n. Bon. Quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers x, donc Fn tend vers la fonction petit f qui a x donne x. C'est une convergence simple. Donc si je prends Fn fois Gn, il va converger simplement vers... alors Fn fois Gn, ben, ça va être en fait... alors je l'ai appelé là... oui, alors il faut que je montre d'abord que la convergence est uniforme. Alors Fn de x moins f de x, eh bien ça fait 1 sur n, et ça ne dépend pas de x. Et donc le sub de Fn de x moins f de x pour les x, pour n fixé, est égal à 1 sur n, et tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc Fn converge bien uniformément vers f. Et comme Gn est égal à Fn, il fait pareil. Et donc si je prends Hn égale Fn fois Gn, c'est la fonction qui a x associe x plus 1 sur n au carré. D'accord? Et j'ai tout de suite que Hn, évidemment, va tendre simplement vers la fonction qui a f au carré, qui a x donne x2. Voilà. Alors, mon problème, c'est de savoir si cette convergence est uniforme. D'accord? C'est ce que j'ai mis ici. Donc je prends Hn, ah oui, ben, je l'avais déjà raconté ça, donc c'était pas la peine. J'étudie Hn de x moins h de x en valeur absolue. Donc ça va être égal à quoi? Pour ça, il faut que je développe. Ça fait x2 plus 2x sur n plus 1 sur n2, mais auquel j'enlève x2.
d'accord, puisque ça converge vers x2. Donc ça fait ça. Bon, mais ça, pour n fixé, je vois bien que ce truc-là, n fixé supérieur à 0, bah, ce truc-là, ça peut tendre vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Autrement dit, le sup est égal à plus l'infini. Donc je ne suis pas du tout dans ça. D'accord? Donc la convergence n'est pas uniforme. Voilà. Donc produit de deux suites qui convergent, de deux suites de fonctions qui convergent uniformément, eh bien ça ne converge pas forcément uniformément. Fn est une suite de fonctions de x vers e, f est une fonction de x vers e. On suppose qu'il y a convergence uniforme des Fn vers x. Si chaque Fn est borné, alors f est borné. Si chaque Fn est continu en un x0 appartenant à x, alors f est continu en x0. Si chaque Fn est continu sur x, alors f est continu sur x. Si chaque Fn est uniformément continu, f est uniformément continu. Donc le premier, j'exprime ici la convergence uniforme. Comme Fn, c'est le grand N qu'il y a là, est borné, il existera tel que l'on est ça. Ensuite, j'applique l'inégalité triangulaire et je vois que norme de f de x est inférieure à epsilon plus a, quel que soit x appartenant à x, donc f est borné. Petit 2, toujours la convergence uniforme. Alors en particulier pour petit n égale grand N, je vais avoir ça, quel que soit x appartenant à x. Je choisis un x0 appartenant à x. Donc en particulier, ça sera vrai aussi pour x égale x0. Fn est continu en x0, donc il existe nu tel que module de x moins x0 inférieur à nu implique que norme de Fn de x, grand N, moins f grand N de x0 est inférieur à epsilon sur 3. J'applique maintenant l'inégalité triangulaire. Je vous laisse vérifier. Et bien là-dedans, j'ai ça qui est inférieur à epsilon sur 3, c'est à cause de ça. Ici, c'est pareil. Et ça, c'était à cause de la continuité en x0. Donc, j'obtiens ça. Quel que soit epsilon positif, j'ai trouvé nu, tel que à chaque fois qu'on a ça, on a ça. Donc, f est continu en x0. Petit 3, les Fn sont continus sur grand X, donc en tout X appartenant à grand X. Donc, f est continu en tout X appartenant à grand X. Donc, f est continu. Petit 4, alors toujours la convergence uniforme, donc en particulier pour petit n égale grand N, je vais avoir ça. F grand N est uniformément continu, donc il existe nu tel que x, norme, enfin valeur absolue, module de x moins y inférieur à nu, implique que norme de f grand N de x moins f grand N de y est inférieure à epsilon, dès qu'on a ça. Donc là, inégalité triangulaire, je vous laisse vérifier, c'est pareil. Et là-dedans, grâce à ça, ça c'est inférieur à epsilon sur 3, ça aussi, et ça c'est grâce à ça. D'accord? Donc, quel que soit epsilon positif, j'ai trouvé nu positif, tel que à chaque fois qu'on a xy appartenant à x vérifiant module de x moins y inférieur à nu, et bien automatiquement on a norme de f de x moins f de y inférieur à epsilon. Donc f est bien uniformément continu. Nous voyons maintenant le célèbre théorème de Dini, du nom du mathématicien italien, homme politique aussi, du 19e siècle, qui a travaillé, qui a apporté beaucoup de contributions en topologie, sur les séries, les intégrales, les fonctions de la variable complexe. Un très grand mathématicien. Les fonctions Fn et la fonction f sont définies sur l'intervalle AB de R à direction de R. Donc là, c'est une version simple du théorème de Dini. Il en existe une un petit peu plus large en topologie. Les Fn sont continus, la fonction f est continue, la suite Fn est monotone et converge simplement vers f. Alors la suite Fn converge uniformément vers f. Démonstration, on se place d'abord dans le cas où la suite Fn est croissante. Pour epsilon positif et x appartenant à B, la convergence simple implique qu'il existe un x tel que si n est supérieur ou égal à nx, fn de x moins f de x en valeur absolue est inférieur ou égal à epsilon sur 3. Donc on va prendre n égale nx, fn et f sont continus, donc pour chacun en x, il existe un intervalle, un ouvert en fait contenant x,
tel que si y est dans cet ouvert, eh bien f de y moins f de x est inférieur ou égal à epsilon sur 3 et fn de y moins fn de x inférieur ou égal à epsilon sur 3. Donc on peut réunir ces deux ouverts et donc ces ouverts c'est quoi? C'est l'intersection d'un intervalle ouvert de R avec AB bien sûr. Donc il existe un intervalle ouvert Ix de R tel que si y appartient à x inter AB, on a ça. À ce moment-là, j'écris grâce à l'inégalité triangulaire ça. Et donc, dès que y appartient à i inter AB, eh bien, comme chacun est inférieur à epsilon sur 3, j'obtiens quelque chose d'inférieur ou égal à i, epsilon. Alors quand x décrit AB, les x forment un recouvrement ouvert du compact AB, dont on peut donc extraire un sous-recouvrement fini IXI. Donc soit P le sub des NXI, quel que soit Y appartenant à B, il existe un I tel que Y appartient à IXI puisqu'il recouvre AB. C'est un sous-recouvrement de AB. Donc on aura sur f de on a évidemment valeur absolue de f de Y moins f de NXI en Y, c'est ça, inférieur ou égal à epsilon sur 3. La suite Fn est croissante vers F, donc Fn est inférieur ou égal à F, quel que soit n. Et pour K supérieur ou égal à P, Fk est supérieur ou égal à Fp. D'accord? Et en face, pour I, comme I est inférieur ou égal à n, Nxi est inférieur ou égal à P, puisque c'est le sup. D'accord? Donc Fnxi va être inférieur ou égal à Fp. Donc pour K supérieur ou égal à P, j'ai 0 qui est inférieur ou égal à f de y moins fk, ça vient de là. Ça, c'est plus petit que ça vient de là. Et ça, c'est plus petit que ça vient de là. D'accord? Et ça, c'est quoi? Ben ça, c'est exactement ça, puisque ça, c'est positif. D'accord? Et ça, c'est inférieur ou égal à epsilon sur 3, donc inférieur à epsilon. Donc ça veut dire que quel que soit epsilon positif, il existe P tel que K supérieur ou égal à P, implique que valeur absolue de f de y moins fk de y est inférieure ou égale à epsilon, quel que soit y appartenant à AB. C'est ça. Donc Fn converge uniformément vers f. Alors si Fn est une suite décroissante vers f, eh bien, on prend Gn égale moins Fn, qui va être une suite croissante vers moins f égale g. Les Gn et g, évidemment, sont continus. On a multiplié par moins 1. Gn, d'après ce qu'on vient de démontrer, converge uniformément vers G, donc moins Gn converge vers moins G, donc Fn converge uniformément vers F, et c'est gagné. Suite uniformément de Cauchy, on a une suite de fonctions de x vers E, rappelons que c'est un espace vectoriel normé complet. Fn est uniformément de Cauchy si quel que soit epsilon positif, il existe n tel que pq supérieur ou égal à n, implique que norme de fp de x moins fq de x est inférieure à epsilon, quel que soit x appartenant à x. C'est ça qui fait que c'est uniformément de Cauchy. Alors il est clair que quel que soit x appartenant à grand X, la suite Fn de x est de Cauchy, c'est évident. Si Fn est une suite uniformément convergente, alors elle est de Cauchy. Démonstration évidente. On a donc ça, quel que soit x appartenant à x. Donc si PQ sont supérieurs ou égal à n, on a à la fois ça et ça. On applique l'inégalité triangulaire pour PQ supérieur ou égal à n. Et donc on obtient ça, quel que soit x appartenant à grand X. Donc Fn est uniformément de Cauchy. Donc rappelons que E est complet. Ce qui va nous permettre d'avoir la réciproque. Si Fn est uniformément de Cauchy, alors Fn est uniformément convergent. J'exprime là qu'elle est uniformément de Cauchy. Je prends x0 appartenant à x, et bien je vais avoir ça. Donc la suite Fn de x0 est de Cauchy. Dans E qui est complet, donc elle est convergente, ceci quel que soit x0 appartenant à x. Donc la suite Fn est simplement convergente vers une fonction f définie par x appartenant à x donne f de x égale limite de Fn de x quand n tend vers plus l'infini. On reprend le petit 1. Alors le petit 1, sauf qu'on ne l'a pas mis, c'était ça. Le petit 1, c'était ça. On reprend le petit 1 et on fixe là-dedans le petit p supérieur ou égal à n. Et on fixe x.
Bon, on a donc ça, quel que soit Q supérieur ou égal à N. Là maintenant, ce Q, on le fait tendre vers plus l'infini. Donc ça tend vers f de x. Et tout ça, ça va donc être inférieur ou égal à epsilon. Pourquoi? Ben, ça provient de la continuité de la norme. D'accord? Donc, norme de fp de x moins f de x va être inférieure, simplement quand on fait tendre, on obtient le inférieur ou égal à epsilon. Quel que soit x appartenant à x. Donc en fait, quel que soit, comme c'est quel que soit x appartenant à x, quel que soit epsilon positif, on a trouvé n, tel que p supérieur ou égal à n implique que norme de fp de x moins f de x est toujours inférieur ou égal à epsilon, quel que soit x appartenant à grand x. Donc, fn converge uniformément vers f. On sait que avoir inférieur ou égal ou inférieur, c'est équivalent. Théorème d'interversion des limites. A est une partie non vide de x qui est une partie de k égale r ou c. Fn, les Fn pour n appartenant à n, et f sont des fonctions de A vers l'espace vectoriel normé complet E. On suppose que x appartient à l'adhérence de A, donc on peut s'intéresser à la limite de fn de t quand t tend vers x, ou la limite de f de t quand t tend vers x. Fn converge, on suppose que Fn converge uniformément vers f, et quel que soit n appartenant à n, on suppose que limite de Fn a une limite quand t tend vers x. Donc que cette limite de Fn de t quand t tend vers x existe, alors c'est alpha n appartenant à E, c'est un élément de E. Alors la suite alpha n est convergente dans E. Limite de alpha n est égale à alpha. Et la limite de f de t quand t tend vers x, f admet une limite, f de t a une limite quand t tend vers x, égale aussi à ce même alpha. Autrement dit, la limite de ça, parce que ça c'est quoi? Ça c'est alpha n. La limite de alpha n, c'est alpha, c'est ce qu'on vient de voir. Eh bien, le alpha, lui, c'est la limite de f de t. Mais f de t, c'est quoi? C'est la limite de fn de t. Et donc, on a ça. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? On a interverti les limites. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Rappel. Alors, il y a plusieurs façons d'exprimer ça. Bon, là, je prends la plus simple. Quel que soit epsilon positif, il existe nu, tel que t moins x en module ou en valeur absolue inférieure à nu, et t différent de x, parce qu'on s'en fiche de ce qui se passe en x, implique ça. Démonstration. Fn converge uniformément vers f, donc elle est uniformément de Cauchy, donc quel que soit epsilon positif, il existe un rang à partir duquel on a ça, inférieur à epsilon, quel que soit t appartenant à A. On fait tendre t vers x dans 2. Donc ce truc-là, ça tend vers alpha p, ce truc-là, ça tend vers alpha q, et comme la norme est continue, on obtient ça, inférieur ou égal à la place. Dès que PQ supérieur ou égal à n, donc on est parti avec un epsilon, on obtient ça, donc alpha n est une suite de Cauchy. Comme une suite de Cauchy de E, mais comme E est complet, elle est convergente, la suite alpha n, de limite alpha. Donc là, on vient de démontrer que alors la suite alpha n est convergente, égale à alpha. Bon, alors maintenant on va exprimer que Fn converge uniformément vers F, donc on a ça, ici, quel que soit t appartenant à A. On exprime que la limite de alpha n est égale à alpha. On appelle n le sub de n à n2, et on va remplacer le petit n par grand N. Et donc on a f grand N de t moins f de t inférieur à epsilon sur 3, quel que soit t appartenant à A. Et puis on va avoir alpha grand N moins alpha qui est inférieur à epsilon sur 3. Pourquoi? Parce que le grand N il est supérieur ou égal à N2 et à N1. Voilà. Limite. Maintenant, ce grand N là, il est fixé, hein, c'est pas n'importe quel petit N, c'est ce grand N, c'est celui-là. Sa limite quand t tend vers x existe, elle est égale à alpha n. Donc il existe nu positif tel que module de t moins x inférieur à nu,
p différent de x implique que fn de t moins alpha n est inférieur à epsilon sur 3. Voilà. Bon, bah maintenant, j'utilise l'inégalité triangulaire. Et là-dedans, ça c'est inférieur à epsilon sur 3. Ça aussi, donc ça fait ça. Dès que module de t moins x est inférieur à nu. Donc quel que soit epsilon positif, il existe nu positif. Tel que module de t moins x inférieur à nu implique ça. Donc la limite de f de t quand t tend vers x est bien égale à alpha. Et alpha, c'est la limite des alpha n. Donc, comme f de t est égal à la limite de fn de t quand n tend vers plus infini, et alpha n est égal à la limite de fn de t quand t tend vers x, eh bien, on obtient, mais ça je l'ai déjà expliqué, on obtient bien l'interversion des limites. Un théorème très important qui concerne la limite uniforme de dérivée. En fait, on se donne une suite de fonctions dérivables sur un intervalle i égale à b de r, à valeur dans un espace vectoriel normé complet. On suppose que la suite des dérivées converge uniformément vers une fonction g de i vers e, et on suppose qu'il existe un x0 appartenant à i tel que fn de x0 est une suite convergente de e, bien sûr. Alors la suite fn est uniformément convergente vers une fonction petit f qui va être dérivable et on a dérivée de f qui est égale à g. C'est-à-dire que la dérivée de f est égale à g, c'est-à-dire à la limite de f'. Voilà. Démonstration, comme f' est uniformément convergente, elle est uniformément de Cauchy, donc quel que soit epsilon positif, il existe n1 tel que pn supérieur ou égal à n1 implique que norme de f'n de t moins f'p de t est inférieure à epsilon sur 2b moins a. Ce qui veut dire que la dérivée de fn moins fp est bornée sur i. Hein, là, on est quel que soit t appartenant à i, hein, grâce à uniformément de Cauchy. On peut donc appliquer le théorème des accroissements finis. Comme cette fonction est dérivable, eh bien ça, c'est inférieur ou égal à valeur absolue de x moins x0 multiplié par le sup de la norme des dérivées, et donc ça va être inférieur ou égal à valeur absolue de x moins x0 epsilon sur 2b moins a. Mais comme on a ça, alors pour np supérieur ou égal à n1, on va avoir ça. fn de x0 est une suite convergente donc de Cauchy, donc on peut avoir ça. Et pour np supérieur ou égal au sup de n1 n2, eh bien, on applique l'inégalité triangulaire et on voit que ça c'est inférieur à epsilon sur 2, ça aussi. Donc le résultat est inférieur à epsilon. Donc fn est uniformément de Cauchy, donc uniformément convergente puisque E est complet. Donc fn converge uniformément vers une fonction f. On a démontré la première chose là, d'accord, et il faut démontrer maintenant que f est dérivable et que sa dérivée est égale à g. Soit t0 appartenant à i, x égale i moins t0. Alors ça c'est important parce que t0 appartient donc à l'adhérence de x, hein, parce que là j'ai un intervalle, j'enlève t0, bah, son adhérence évidemment ça va être i et t0 appartient à i. Donc, et quel que soit n, je pose ça. Voilà. Et donc, comme fn est dérivable en t0, la limite de ce truc-là, quand t tend vers t0, c'est f'n de t0, c'est-à-dire alpha n. Que alpha n par rapport au théorème d'interversion des limites que j'ai démontré précédemment. Soit epsilon prime positif, en posant epsilon égale epsilon prime facteur de b moins a supérieur à 0, et en reprenant ce truc-là, on obtient facilement que ça qui est égal à ça je le rends inférieur à ça, mais j'ai ça, donc ça va être ça va faire quelque chose comme ça. Oui, c'est là. Donc quand je dis 1, c'est ça là. D'accord? Voilà. On reprend 1. Donc je vais avoir ça. Et je vois que, oui, parce qu'à la place de x, c'était. Et donc, ça fait epsilon sur 2 moins a, mais comme j'ai posé epsilon égale epsilon prime b moins a, ça fait epsilon sur prime sur 2 inférieur à epsilon prime, quel que soit t appartenant à x
Donc pour tout epsilon prime, j'ai trouvé positif, j'ai trouvé np supérieur ou égal à 1. J'ai trouvé N1 tel que np supérieur ou égal à N1 implique que ça est inférieur à epsilon prime. Ce qui veut dire que phi n est uniformément de Cauchy sur x, donc uniformément convergent sur x, car E est complet. Donc phi n tend uniformément vers psi sur x, donc psi c'est une fonction de x vers E, mais fn converge simplement vers f. Donc, si je reprends cette définition, comme fn tend vers f, ça tend vers, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers f de t moins f de t0 sur t moins t0. Quel que soit t appartenant à x. D'accord? On a donc, quel que soit t appartenant à x, bah oui, unicité, on vient de dire que phi n tend uniformément vers une fonction psi. C'est donc elle la fonction psi, puisque là il y a convergence simple. Convergence uniforme implique convergence simple. Unicité de la limite implique que psi c'est ça. D'accord? Voilà. Limite, alors ça on l'a déjà dit, et phi n tend uniformément vers psi, donc d'après le théorème d'interversion des limites, et parce que t0 appartient à l'adhérence de x, on sait que limite de alpha n en plus l'infini est égale à alpha appartenant à E, et que limite de psi de t quand t tend vers t0 est égale à alpha. Donc ça veut dire que la limite de ce truc-là quand t tend vers t0 est égale à alpha, donc que f est dérivable en t0 et que f' de t0 est égal à alpha. Mais alpha c'est quoi? C'est la limite de alpha n, c'est-à-dire la limite des f'n de t0 quand n tend vers plus l'infini. Autrement dit, c'est g de t0. Et ça, quel que soit t0 appartenant à i. Ce qui veut dire que f est dérivable sur i et que la dérivée est égale à g. Limite de fonction toujours est intégrale. On a une suite de fonctions de i de l'intervalle i égale à b de r vers l'espace vectoriel normé complet E. Ces fonctions sont toutes intégrables et elles convergent uniformément cette suite vers f. Alors f est intégrable, la suite des intégrales des fn est convergente et la limite de cette suite est égale à l'intégrale de f. Démonstration pour a inférieur à b. J'exprime là la convergence uniforme, donc quel que soit t appartenant à i, et je fixe un n supérieur ou égal à grand n. Fn est intégrable. Donc il existe une fonction phi en escalier de i vers e, une fonction θ en escalier de i vers r+, tel que on est ça, quel que soit t appartenant à i, et ça. J'exprime l'inégalité triangulaire, et ça, c'est inférieur à ça, et ça, c'est inférieur ou égal à θ de t. Je pose u de t égale ça, d'accord? Et donc j'ai une fonction en escalier, puisque ça, c'est en escalier, que ça, c'est une constante, et qui arrive dans R+, et par ailleurs son intégrale, c'est l'intégrale de ça, qui vaut epsilon sur 2, plus celle-là, qui est inférieure à epsilon sur 2. Donc ça va être inférieur à epsilon. Donc, et comme il y en a une qui est inférieure strictement, je peux même mettre le strictement. Enfin, c'est pas grave. Donc, quel que soit epsilon positif, j'ai trouvé phi en escalier, et u en escalier, tel que l'on est ça et ça. Donc f est intégrable sur i. De plus, la norme de somme de AB des Fn moins somme de AB des F par linéarité est égale à ça. Je fais rentrer la norme sous l'intégrale, c'est inférieur ou égal à ça, et ça c'est inférieur à epsilon sur 2b moins 1. Et quand j'intègre, ça fait epsilon sur 2, qui est inférieur à epsilon. Donc, pour n supérieur ou égal à n, parce que c'est ça qu'on a pris. Enfin, quel que soit epsilon positif, j'ai su trouver n, grand n, et dès que petit n est supérieur ou égal à n, j'ai ça qui est inférieur à epsilon. Donc cette suite-là est bien convergente, et sa limite, c'est somme de a à b de f de t dt. Tout le résumé. Théorème, on a des fonctions fn définies sur cet intervalle, la valeur dans R, mais ça pourrait être dans C, B qui appartient à R bar, les fonctions sont localement intégrables, f de AB vers R, tel que
la suite Fn converge compactement vers f sur AB, c'est-à-dire que quel que soit x entre A et B, Fn converge uniformément vers f sur AX. On suppose de plus que quel que soit n, cette intégrale est convergente et que la suite in de x égale somme de AX de Fn de t dt est uniformément convergente. Alors, cette intégrale est convergente, la suite est convergente et sa limite est égale à somme de AB de f. Ça fait beaucoup d'hypothèses. On verra que, donc c'est très difficile à utiliser. On verra qu'ici, on a moins d'hypothèses, beaucoup plus faciles. Mais pour démontrer ça, il faut d'abord avoir démontré ça. J'ai x entre A et B, Fn converge uniformément vers f sur AX et les Fn sont localement intégrables. Donc je sais que somme de AX de f est intégrable. Autrement dit que f est localement intégrable sur A plus infini. Et que je sais que ça, c'est égal à la limite de, quand n tend vers plus infini, de somme de AX de Fn de t dt. Là, j'utilise là un théorème que j'ai déjà démontré. Et que c'est égal à ça. Donc, pour x compris entre A et B, n de x tend vers I de x est égal à la somme de AX de f de t dt. Donc, converge simplement vers I. La suite in de x, dans mes hypothèses, je sais qu'elle est uniformément convergente vers G, donc simplement convergente vers G, donc G est égal à I, et donc ça veut dire que in converge uniformément vers I. De plus, quel que soit n, la limite de in de x quand x tend vers b existe, est égale à la somme de A à B de Fn. Donc, d'après le théorème d'inversion des limites, limite quand x tend vers b de I de x existe, et donc ça va être et sera égal à la limite de somme de A à B de Fn quand n tend vers plus l'infini. C'est-à-dire la limite quand n tend vers plus l'infini de la limite des in de x quand x tend vers b. C'est ça l'intervention des limites. Donc ça veut dire que la limite de somme de A à B de Fn de t quand n tend vers plus l'infini est égale à somme de A à B de f de x dx, et c'est terminé. Le cas particulier, qui est plus facile à utiliser, c'est quand les Fn définis sur AB à valeur dans R ou C sont continus, convergent compactement vers f, et qu'on a une fonction phi continue, telle que son intégrale est convergente et que les Fn sont tous inférieurs ou égaux à phi, quel que soit n. Alors, somme de A à B de f convergente, la suite somme de A à B des Fn est convergente, et la limite de cette suite est égale à somme de A à B de f. Démonstration, valeur absolue de Fn est inférieure ou égale à phi. Les fonctions, alors Fn sont continues, phi est continue, son intégrale est convergente, d'où on déduit que somme de A à B des Fn est absolument convergente, et si U et V sont compris entre A et B, on a évidemment ça, d'accord, qui est inférieur ou égal à ça. Bon, et comme celle-là est convergente, alors quel que soit l'epsilon positif, il existe A, tel que pour V supérieur à U supérieur à A, c'est Cauchy. On a ça. Donc, celui-là, qui est plus petit, va vérifier ça aussi, quel que soit n. D'accord ? Donc, in de x est égal à la somme de AX de Fn de t dt, et grâce à ça, on vérifie le critère de Cauchy uniforme. Donc, ça veut dire que in est uniformément convergente. Et là, j'arrive à l'hypothèse que j'avais avant. Et donc, d'après le théorème précédent, somme de A à B de f convergente, somme de A à B des Fn, la suite somme de A à B des Fn est convergente, et sa limite est égale à somme de A à B de f, et c'est terminé. Convergence uniforme et dérivation. On a des fonctions fn, f et g définies sur l'intervalle i de r à valeur dans R. Les fn sont de classe C1, elles convergent simplement vers la fonction f et leur dérivée converge uniformément vers une fonction g. F, alors, f est de classe C1 et la dérivée de f est égale à g. Autrement dit, la dérivée de la limite des fn est égale à la limite des dérivées de fn. C'est encore un résultat d'intervention de limite. Démonstration. Alors on va montrer qu'elle est dérivable en x. Alors on se pose la question de savoir si x pourrait être à gauche ou à droite de l'intervalle i.
si l'intervalle i n'est pas ouvert. Hein. Donc disons que on prend x appartenant à i, soit il existe a tel que ax est inclus dans i, soit xa inclus dans i. On va supposer qu'on est dans ce cas-là. Et d'ailleurs, si on n'est pas dans ce cas-là, en prenant les opposés de toute cette fonction-là, on s'y ramène. F'N converge uniformément vers G, donc somme de ax de g de t dt est égale à la limite de somme de ax de F'N de t dt. Ça, on l'a déjà démontré. Mais ça, c'est quoi? C'est Fn de x moins c'est Fn de x moins Fn de a. Voilà. Et la limite de Fn de x moins Fn de a, bah, la limite de Fn de x, c'est f de x, et la limite de Fn de a, c'est f de a. Bien voir que là, on a fixé x. Hein. Ça vient, ce qu'on a pu faire là, c'est parce que f'N et puis g étaient continus. Donc je vois que f de x est égal à f de a plus somme de ax de g de t, quel que soit, en fait, dans ce cas-là, on va dire. Voilà. Donc f est dérivable en x, et f' de x est égal à g de x quand on est dans ce cas-là. Idem si xa est inclus dans i. Donc ça veut dire que f' est égal à g. Alors, f' est égal à g. Et comme g était continu, ça veut dire que f est de classe CR. D'accord? Voilà. Convergence uniforme et intégrale généralisée. On a donc les Fn définis sur AB. Alors, bon, généralisé, parce qu'il y a un problème en B. Vers R continu, B appartenant à R bar. Fn converge uniformément vers F sur tout compact fermé, enfin sur tout fermé à U inclus dans AB. Compact évidemment. Et on suppose qu'il existe phi continu sur AB ouvert, tel que, et à valeur positive, donc phi supérieur à 0, tel que valeur absolue de Fn de x est inférieure ou égale à phi de x, quel que soit x appartenant à AB ouvert. Et somme de AAB de phi de x dx convergente. Alors, somme de AAB des Fn convergente, quel que soit n, somme de AB de F est convergente, hein, et la suite somme des AB des Fn est convergente, et sa limite est égale à somme de AB de F. Démonstration. Les Fn convergent uniformément vers F sur tout compact AU inclus dans AB. Donc, F est continue sur tout compact AU inclus dans AB, donc elle va être continue sur AB. Si x appartient à AB ouvert, on va prendre U égale x plus b sur 2. Là, j'ai raconté quelque chose qui est à peu près évident. J'ai donc cette situation. Fn converge vers U, converge uniformément vers F sur AU, donc Fn converge simplement vers F, donc Fn de x converge vers f de x, quel que soit x appartenant à AB, donc Fn converge simplement vers f. Bon, ça paraissait évident puisque les Fn convergeaient simplement... parce que les Fn convergeaient uniformément vers f sur tout compact, donc on se doutait bien que Fn convergeait simplement vers f. Mais bon, voilà. Valeur absolue de Fn de x est inférieure ou égale à phi de x, quel que soit x appartenant à b. Donc quand je passe à la limite, j'obtiens que la valeur absolue de f de x est inférieure, je fixe x et je fais tendre n vers plus l'infini, j'obtiens bien que valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à phi de x, quel que soit x appartenant à AB ouvert. Fn et f sont continus sur AB. F est inférieur ou égal à phi, les Fn sont inférieurs ou égal à phi, et cette intégrale-là est convergente, donc on sait que ces intégrales-là sont convergentes. On prend t entre A et... Oui, alors pour t entre A et B, somme de t AB, de phi de U, hein, mettons, est égale à somme de A à B moins somme de A à T. Mais somme de A à T, ça converge vers somme de A à B, quand t tend vers B. Donc ça nous fait 0. Bon, ça je pouvais aussi dire que c'était évident, on le sait, hein, quand on a vu le cours sur les intégrales généralisées. La limite de somme de t à B de phi de U quand t tend vers B, elle est égale à 0. Bon, si epsilon positif, il existe donc alpha, tel que pour... alors alpha compris entre A et B, bien sûr, tel que si t est compris entre alpha et b, donc je traduis ça, eh bien, somme de 0 à de t à b est inférieure ou égale à epsilon sur 4. Alors, ça, je sais que c'est positif parce que phi est positif. Hein. Donc, pour t égale alpha, notamment, puisque j'ai le droit à alpha,
eh bien somme de alpha AB de phi est inférieure ou égale à epsilon sur 4. Je vais appeler ça 1. Fn converge uniformément vers F sur A alpha. Donc somme de A alpha des Fn tend vers somme de A alpha de F. Ça, je le sais. D'accord? Je le sais parce que là, je suis sur des segments fermés. Donc, on a déjà vu ça. Donc, il existe n tel que n supérieur ou égal à n implique que ça va être inférieur à epsilon sur 2. J'appelle ça 2. Et maintenant, je m'intéresse à valeur absolue de somme de AB des Fn moins somme de AB de F. Que je vais écrire valeur absolue de somme de AB des Fn moins F, que je peux écrire valeur absolue de somme de A à alpha de Fn moins F plus somme de alpha AB de Fn moins F. Et inégalité triangulaire, je la rends inférieure ou égale à ça. Mais celle-là, je dis qu'elle est inférieure ou égale à somme de alpha AB de valeur absolue de Fn moins F. Voilà. Alors, Fn moins F en valeur absolue est inférieur ou égal à Fn en valeur absolue plus F de x. Alors, sur cet intervalle. Enfin, ça, d'ailleurs, cette inégalité-là est toujours vraie. Et ça, sur cet intervalle, ça va être inférieur ou égal à 2 phi de x, parce que ça, c'est inférieur à phi de x, et ça aussi. Donc, ça veut dire que cette intégrale-là, somme de alpha AB de valeur absolue de Fn moins phi, va être inférieure ou égale à 2 somme de alpha AB de phi. Or, ça, c'est inférieur à epsilon sur 2, parce que je multiplie par 2, grâce à 1. De plus, grâce à 2 cette fois-ci, je vais avoir valeur absolue de somme de alpha de Fn moins F, qui est inférieure ou égale à epsilon sur 2. Donc, ça plus petit que epsilon sur 2, ça aussi. Et donc, j'obtiens que, alors j'étais parti d'où? J'étais parti de là. Donc, valeur absolue de cette différence va être inférieure ou égale à epsilon. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe grand N tel que n supérieur ou égal à n implique que valeur absolue de somme de AB des Fn moins somme de AB de F est inférieure ou égale à epsilon. Et ça veut exactement dire que la suite somme de AB de Fn converge vers somme de AB de F.